Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon avis sur le marché crypto pour les prochains mois, prochaines années à venir. Alors, ça va être d'un point de vue assez général et global, donc ça va être des idées, ça va apparemment de l'analyse technique pure. On va faire des scénarios à la fin de cette vidéo, donc vous pouvez y aller directement si vous voulez voir que ça. Mais en attendant, l'idée c'est vraiment de vous débriefer ce que je pense en crypto, mon sentiment, mes bagues, mes positions, etc. pour essayer de vous guider au mieux dans vos aventures d'investissement. Donc, on va reprendre par la base. Pour moi, déjà, il faut savoir qu'un marché, c'est un espèce de gros pendule, d'accord? Donc, c'est un pendule qui va osciller entre la gauche et la droite à différentes vitesses, d'accord? Et en fait, qui va toujours chercher une position d'équilibre, ok? Une fois cette position d'équilibre trouvée, elle peut être de nouveau perturbée en fait par des événements macroéconomiques, microéconomiques qui vont de nouveau paf rebalancer le pendule jusqu'à ce qu'il retrouve une nouvelle position d'équilibre et ainsi de suite. Ce pendule du coup, c'est le marché et les mouvements, c'est les mouvements de prix. D'accord? Le prix va toujours chercher un équilibre et cet équilibre en fait est défini par tous les participants du marché, qu'ils soient investisseurs court terme, investisseurs long terme, traders, etc. Et une fois qu'il est trouvé, c'est ce qu'on appelle le fair price. Ok. Donc le Bitcoin ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire qu'il fluctue selon les acteurs du marché et selon leur perception de l'environnement macroéconomique. Donc rentrons dans le vif du sujet. Donc on arrive directement avec la courbe du Bitcoin. On va retracer un petit peu les événements de ces derniers mois et voir ensemble ce qui va en advenir. Alors, déjà ici, on a eu l'annonce du filing de l'ETF BlackRock, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on avait une petite pump initiale, ça avait été complètement retrace. Ça pour moi, c'était vraiment un sell-off qui n'aurait pas eu lieu d'être. Tout simplement parce que, en fait, quand vous repensez à la théorie du pendule, pourquoi est-ce que le fair price se situe ici alors qu'on sait que BlackRock a annoncé un ETF? C'est-à-dire que par rapport à ce qui s'est passé là, ici, c'est en réalité 10 fois plus bullish. Et macroéconomiquement parlant, il ne s'était rien passé depuis. Le marché est toujours pareil. Ça veut dire qu'en gros, le fair price, et ça, pour moi, c'était une undervaluation du marché. Le marché a sous-évalué justement euh, le Bitcoin à ce moment-là. Et c'est pour ça que dès qu'on a eu les premières fausses informations de l'announcement de l'ETF, et ben en fait, du coup, le marché a réalisé rapidement son erreur et les participants ont rapidement remarqué l'erreur de fair price qu'ils avaient effectuée et le marché s'est rapidement repricé à la hausse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était un trade assez obvious. Je vous avoue que j'étais déjà pas mal investi spot. Du coup, j'avais pas rebuy spot à ce moment-là. J'étais déjà assez in. Mais j'avais pris quelques longues, notamment en break ici à 31 000, qui était une cassure en fait technique assez importante. Voilà. Ensuite, on a eu donc le repricing qui s'est continué, d'accord. Et ici, donc, on a eu l'approval des ETF, d'accord, qui a marqué un top temporaire, un gros top temporaire de je sais pas combien de pourcents, ça doit être un 20, ouais, un truc comme ça, 20%. Donc, il a marqué le point sell-off. Et surtout, pourquoi? Parce que avant même qu'il y ait vraiment beaucoup d'inflow, il y a surtout eu beaucoup d'outflow, notamment de Grayscale, qui avait genre 30 milliards AUM, un truc comme ça, même plus. Et en gros, bah, il faut savoir que Grayscale, donc c'était fonds qui ont été mis pour la plupart pendant le bull run de 2020-2021. Et en fait, ces fonds ne pouvaient pas être retirés parce qu'il y avait un énorme discount entre le GBTC et le Bitcoin. À l'époque, ils avaient acheté ça pour genre, on va dire, une parité. Donc, on va dire, pour simplifier, un GBTC égale un BTC. Et en réalité, avec le discount au fur et à mesure des années, le Bitcoin que tu avais acheté à l'époque, il valait genre 30% moins cher que le vrai Bitcoin. Ce qui fait que les gens chez GBTC avaient aucune value d'essayer de sortir en fait à un discount de moins 30%, alors qu'il y avait des fortes chances que justement le fonds soit converti en ETF et par conséquent sortir à la parité. Donc les investisseurs ont tous majoritairement attendu ce moment-là pour sortir et donc dès qu'ils ont eu l'approval et la conversion en ETF, ils ont pu sortir à la parité. Et c'est d'ailleurs un trade que j'avais posté sur Twitter justement où je vous informais que vous pouviez acheter du GBTC à un discount de genre 10-15%, alors que c'était 100% garanti que Grayscale allait avoir son ETF.
Donc ça, c'était un trade easy aussi, vraiment très simple. Voilà. Vous pouvez acheter du Bitcoin, genre je crois que c'était même 14% moins cher quand je l'ai tweet. Voilà, donc ça c'était un très bon trade aussi. Ensuite, après ces outflows GBTC, on a eu donc un repricing dès que le marché s'est rendu compte de l'apport de liquidité apporté par ces ETF. Et voilà, on a vu que BlackRock achetait des 300 millions de dollars par jour, ce qui a fait repricer le marché de manière explosive. Et même, je crois qu'il est monté à bien plus que 300 millions. J'avoue que j'ai plus les chiffres en tête maintenant, mais c'est vraiment de cet ordre-là, 500 millions, 600 millions, etc. Et donc le marché donc s'est repricé. Il y a eu un énorme FOMO également pour tous les gens qui n'avaient pas acheté, qui n'étaient pas réinvestis en Bitcoin. Et après, on a cassé des niveaux techniques importants. Pour moi, ce niveau-là, ce niveau technique, j'en parlais déjà en 2023, c'était le niveau de make or break, c'est-à-dire que c'était soit on passe en bull market sur ce niveau, soit on repart en bear market. Et là, c'était une sorte de dead cat bounce et Bitcoin était un peu dans la sauce. Voilà, donc ça, c'était un point clé pour moi pour passer de bear à bull market. Et vous voyez, une fois qu'on la break de manière clean, on s'est fait vraiment aspirer à la hausse. Donc ce qui me conforte vraiment dans la précision de mon analyse. Donc on a eu ensuite une temporisation. On a eu sur des tops importants. Ici, on a eu les mêmes coins qui sont partis vraiment à la hausse très très forte. Je parle notamment de la même coin, la Solana Season. J'avais également tweeté dessus. Moi, j'ai vendu mes sols environ à 204 dollars sur Kraken, mes sols spot. Tout simplement parce que quand il y a des tokens sur une chain qui font genre 0 to 1 milliard, je pense évidemment au token BOM, qui a fait 0 à 1 milliard en l'espace de 24 heures. Ça, c'est un marché qui est complètement débile, complètement déconnecté de la réalité. Et en général, ça indique un top, tout simplement. Et en termes de flux monétaire, pourquoi ça indique un top? C'est qu'en fait, Solana, du coup, était en train de pump alors que le reste ne pumpait pas. Et souvent, en fait, c'est les gens, là, c'est vraiment les late, qui sont en mode, ok, je suis en train de louper la trend, ils sont en train de in comme des fous. Les mecs qui sont déjà in, bah, ils vendent pas encore leur Solana. Donc, ce qui fait que, bah, du coup, le prix est maintenu à la hausse et il faut pas grand chose pour le faire pump. Mais par contre, à partir du moment où plus personne achète et que les mêmes coins commencent à un petit peu reverse, et bah les mecs qui sont up x 10, x 15, x 1000, x 5000, ils commencent à reprendre leur profit. Et là, bah, les acheteurs qui étaient en retard, ils n'ont pas le temps de. Ça compense plus en fait. Et là, le prix s'effondre. Et là, en gros, quand j'ai vu moi les tokens qui faisaient, voilà, comme je vous ai dit, boom, je savais que ça indiquait un top. En tout cas sur Solana, un top local, c'était sûr à 95%. Et au pire des cas, même ça montait genre encore de 20%, je sais que j'aurai une entrée break-even au pire pour re-rentrer plus tard si j'ai besoin. Solana, pareil, call sur Twitter, call sur Discord, voilà, vous pouvez checker. Concernant du coup BTC, perte de momentum, là vous voyez, on a perdu la trend 4 heures ici, d'accord? Donc ça, c'est une première indication qu'on va vraiment ralentir. Pareil, ici, tout ce qui est mes indicateurs justement d'autocorrélation, de momentum, etc indiquaient tous un top en court time frame. Donc ici, vous voyez, donc ça c'est le 12 heures. Ça, quand en gros la courbe rapide là monte dans la courbe lente, ça indique un top de marché en 12 heures. Donc là, c'est dans la time frame correspondante. Donc là, vous voyez, on est plus ou moins par là. Ça, c'est l'annonce 12 heures. Ok. Ensuite, si on zoome en 4 heures, c'était plus ou moins la même chose. Là, on avait déjà du coup, bon là, elle a un peu dépassé, mais du coup, on pouvait déjà considérer qu'on était en ralentissement de tendance par ici. Ici, c'est vraiment le signal parfait parce qu'on n'a pas d'overshoot, on va pas plus haut du coup euh, que la courbe lente, d'accord? Donc ça, c'est un signal d'entrée 4 heures parfait en conjonction du coup avec le 12 heures. Et là, pareil, vous voyez, en 1 heure on a un excellent signal, pareil, et là on passe pas par-dessus, vous voyez, vraiment on tape dedans et on redescend, et là ça nous indique un top 1 heure. Donc là on a une corrélation entre top 4 heures, top 1 heure, top 12 heures, et ça en général les gars, ça marque 95% du temps un stop, d'accord? Voilà, donc ça, première indication. Je n'ai pas vendu de spot à ce moment-là, tout simplement parce que sur le moyen terme, ça ne faisait pas sens encore de vendre sur la première
leg down. Donc je n'ai pas vendu. Après, évidemment, quand je dis je n'ai pas vendu, je parle de spot, hein. Tout ce qui est trade court time, j'en ai fait des centaines, donc ça n'a rien à voir. Donc évidemment, j'ai pris des shorts court terme, etc. sur pas mal de niveaux. Donc mon billet à ce moment-là est passé au short, d'accord? Comme vous l'avez compris, parce que mes indicateurs du coup indiquaient une corrélation pour un top. Donc par conséquent, mon billet passe sur break de 4 heures, break de tendance 4 heures, corrélation vers une tendance baissière. À ce moment-là, je passe en mode short. Je cherche des shorts, d'accord? Donc ensuite, là, j'ai pris mon premier edge sur mes spots, d'accord? Tout simplement parce que en fait, donc là, on était, donc ici, je vous ai dit, on a topé par ici. Là, on vient rechercher en 4 heures ces niveaux. Les fundings étaient assez élevés. Je préfère en fait sur ce break, là vous voyez une sorte de triangle. Les fundings ils sont montés en folie sur ce spot là. Et ça en général quand les fundings montent comme ça sur des breaks de pattern dans une résistance en haut time frame, en général ça se fait retaper à la baisse et c'est très compliqué de partir et faire ça parce que le momentum n'est pas là en fait tout simplement. Quand les fundings montent vraiment beaucoup, ça signifie juste que les gens sont épuisés épuisés de longues d'achat en spot et que c'est drive du coup que par les futurs, ce qui est en général pas du tout un bon signe pour le marché. Donc en fait, j'ai attendu du coup qu'on break ce niveau-là et ici j'ai short. Voilà, tout simplement, j'ai edge mon bag. Là, je vous avoue, je me suis dit, est-ce que je close mes edges ou pas? Et là, je me suis dit, bon, il faut que je TP, c'est mes TP, je close pas. Pareil, les fundings qui deviennent assez conséquents ici. Et encore une fois, là, ça c'était le point clé pour moi, le point tournant en fait du moment où j'ai vendu du coup mes spots en BTC ETH. Bon, je garde, là en termes d'exposition, je suis encore je crois que c'est genre, je l'avais mis sur Twitter exactement, je crois que je suis genre plus ou moins 40% stable maintenant, genre 25% BTC, 25% ETH, enfin 30% BTC, 20% ETH, tout comme ça. Et le reste en Sol, Doge. Et après, des petits shitcoins, des investissements on-chain, Happy Wine, Spectra, tout comme ça. Donc en termes de portfolio, c'est mon truc actuel. Je vais peut-être redéployer du stable bientôt, mais je vais vous expliquer après. Et donc là, pour moi, le point tournant de ce break, c'était ici. Pourquoi? Parce que du coup, là, on a une tendance, du coup, 4 heures, d'accord? Bon, je vous la mets un peu plus propre. Tendance 4 heures. Ici, donc, on a essayé de break, d'accord? De tenter un nouveau swing, ça n'a pas fonctionné. Donc, on se fait ravaler en dessous. Là, pareil, funding qui monte. On est sous la rési, on est toujours dans la rési 4 heures. L'engouement crypto pour moi n'était plus là. Il y avait les gens sur Twitter, tous les DM, etc. C'était en mode ouais, mec, comment j'achète ci, comment j'achète ça, ça va aller à 100K. Complètement, le marché, les gens étaient décorrélés de la réalité. Donc pour moi, obvious point de vente à ce moment-là sur le break en fait de la structure 1 heure et du coup la structure 4 heures. Parce que là, vous voyez, là en fait, on est en structure 1 heure. Donc on est en train de faire donc, une tendance 1 heure. Ok, donc là, elle est un peu, elle n'est pas respectée, d'accord? Et là, on a un break du coup de tendance 1 heure. Et à ce moment-là, c'est là où on peut faire un changement de tendance après ce break de tendance 1 heure. Donc là, parce que vous voyez que ici, le break, c'est que on a un point plus bas en 1 heure qui est plus bas que le précédent. Donc on a une cassure, une rupture de tendance. Et là, par conséquent, je sais que le marché est en train d'hésiter. Voilà. Et donc à ce moment-là, là, on reprend la tendance 1 heure, mais je sais que si on rebreak dessous, c'est fini. Et ça, pareil, je les call sur Twitter. Allez, vous pouvez aller checker. En gros, pour moi, en dessous de 69K, si on breakait là, terminado pour un petit bout de temps. Donc c'est là où j'ai vendu pas mal de spots, BTC, ETH. Solana, j'avais déjà vendu un peu avant. Enfin, du coup, c'était Solana, je crois que c'était plus par là. Je sais plus exactement où c'était en termes de BTC, mais j'avais vendu du coup avant. Et ensuite, voilà, donc là, j'ai pas racheté. Pourquoi j'ai pas racheté? Tout simplement parce que je préfère me hedge et prendre des profits dans le cas où on repart pour une correction plus longue. Quitte à avoir de meilleurs prix, moi j'aurais attendu des meilleurs prix, bah, du coup comme les 52K dans cette zone, 47K pour moi qui est la zone gargantuesque pour longue. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura je sais pas combien de dizaines de milliards qui ont été injectés dans les ETF, mais du coup on on aurait le même prix que avant. Et donc là on parle justement ce que je disais au tout début de cette vidéo,
Donc le marché serait mal pricé. Le fair price pour moi serait mauvais. Voilà, et donc ce serait une opportunité d'achat. Voilà, donc après par contre, maintenant, donc d'accord, là on a parlé de l'historique. Maintenant je vais vous parler donc de mon avis sur les prochains mois, prochaines années. Pour moi, l'avenir du Bitcoin et d'Ethereum et des grosses capitalisations en général est prospère. Moi je suis pas du tout inquiet sur ce bull run. Je pense qu'on va aller bien plus haut que 70K. Je pense pas du tout que ce soit le top de ce bull run, tout simplement parce que il y a plusieurs raisons à ça. On a déjà tout d'abord donc les ETF qui sont une réussite tonitruante, on peut le dire. C'est une réussite incroyable pour le monde de la finance tradi. Les ETF Bitcoin ont battu tous les records d'ETF. On a battu tous les records en termes d'ETF, en termes de volume, en termes de performance au lancement. La capitalisation des ETF est extrêmement conséquente. On parle de 30, 40, 50 milliards, je vais regarder exactement. Comme vous voyez actuellement, on a environ en asset under management un total qui doit avoisiner les 40 milliards, plus ou moins, un peu plus. Donc c'est énormissime. Pardon, 243 milliards de volume tradé. Donc c'est une excellente réussite. Les produits et le Bitcoin plaît énormément sur le marché tradi aux investisseurs institutionnels. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour la suite. D'accord? Donc, il faut savoir également que tout ce qui est TradFi, ils ont l'habitude, tous les investisseurs TradFi, etc., sont des gros joueurs, traders de trend, d'accord? C'est les assets finance tradi en général trend pendant des années, tous les indices, etc., partent à la hausse. Ça fait genre, ils sont en bull run depuis 20 ans. Les grosses actions, etc., pareil. Donc, c'est vraiment ancré chez les investisseurs instits de faire du trend following. Donc c'est pourquoi je pense que Bitcoin, avec son institutionnalisation, va se diriger vers ce genre de trade aussi, avec une volatilité un peu à la baisse, mais par contre, toujours une hausse qui va être plus ou moins constante, même si évidemment il y aura des corrections comme tout, comme aujourd'hui, comme ces derniers temps. Mais pour moi, maintenant, Bitcoin passe dans une nouvelle ère, une ère différente, et va donc traîner à la hausse avec moins de volatilité et une courbe plus saine et logique. D'accord. On a également, donc, en termes de macro, on sait également que la dette ne va pas s'éponger. On sait que la dette, voilà, elle va continuer de grossir tout le temps. L'argent va toujours, le fiat va toujours perdre en valeur. C'est une certitude. Depuis la création du fiat, il a toujours perdu en pouvoir d'achat. Quand disent les détracteurs, le Bitcoin est une réserve de valeur. Vous pouvez le voir, vous avez qu'à juste avoir pour le Turkish Lira, pour des monnaies justement qui ont énormément d'inflation. C'est un excellent moyen pour ces gens de se hedge contre leur monnaie, tout simplement de manière décentralisée, permissionless. Donc voilà, Bitcoin est là pour durer. Sa capitalisation va monter de pair avec la dévalorisation des fiat, tout simplement parce que vous prenez une balance. Il y a de plus en plus, là c'est le fiat, d'accord, là c'est le Bitcoin, il y a de plus en plus de fiat dans la balance, et bah forcément la balance, hop, le Bitcoin va monter par rapport au fiat. Pour moi c'est CQFD, c'est aussi simple que ça. Donc sur le long terme, en tout cas, n'ayez aucune crainte d'investir dans du Bitcoin. Je vais vous dire, peu importe le prix, tout simplement parce que pour moi, d'ici 5 ans, il sera plus haut qu'il l'est aujourd'hui, même d'ici 2 ans, d'ici 1 an, il sera plus haut. Donc, je n'ai aucune peur d'investir dans le Bitcoin. Évidemment, je vous déconseille de all-in. D'un point de vue risk management, c'est une mauvaise chose. Je dis ça, mais moi, je suis assez all-in en crypto quand même. Voilà. Mais donc, le Bitcoin, c'est fait pour durer. Ether également. Ether aussi maintenant est déflationniste, c'est-à-dire qu'il brûle du supply avec son utilisation. Donc ça, c'est très très bien sur le long terme. Pareil, les tracteurs disent mais non, mais vous voyez, ça monte pas, etc. C'est de la merde. Je suis pas du tout d'accord en termes de valeur. Ether est excellent. Par contre, ce n'est pas dit qu'il surperforme le Bitcoin à l'avenir, tout simplement parce que pour qu'il surperforme le Bitcoin, il faut qu'il y ait une hype supplémentaire. Pourquoi acheter de l'Ether alors qu'on peut acheter du BTC? Tout simplement. Et pour moi, il ne faut pas le voir en termes de prix, en mode ah bah c'est à moins 80% de l'ATH. Par exemple, pour moi, c'est une mauvaise chose en fait de voir ça comme ça. Tout simplement parce que un indicateur de valeur passée n'est pas forcément un indicateur de valeur future. Tout simplement parce que à l'époque, il y avait peut-être des événements, des choses qui ont fait qu'il y a eu un FOMO énorme. Et évidemment, je pense au NFT sur ETH qui a vraiment lead le run sur ETH, justement, et qui a fait exploser. Si ce run n'existe plus, la valeur d'ETH par rapport à BTC ne va pas forcément être meilleure, en fait, tout simplement, que ce que le Bitcoin peut apporter.
Surtout que ETH est encore dans cette gray zone. Est-ce qu'il va avoir un ETF ou pas? Quand est-ce qu'il va l'avoir? Moi, je pense qu'il l'aura obligatoirement un jour. Parce que dans tous les cas, même si c'est une security, c'est pas une fin en soi. On peut quand même avoir un ETF sur une security. Donc, pour moi, il aura un ETF. Après, avoir combien de temps? Sachant qu'en plus, Consensus, du coup, la maison mère de MetaMask, est partie en guerre, en procès avec la SEC, justement, pour mettre les lumières sur est-ce que Ethereum est une security ou pas, parce qu'évidemment, ça impacte fortement leur business. MetaMask étant, du coup, un broker non régulé si ETH est une security. Donc c'est complètement lunaire parce que MetaMask c'est un portefeuille, mais bref, dans les termes tradis, techniquement la SEC dit que MetaMask est donc un broker non régulé. Donc je pense que la SEC va profiter de ce procès tout simplement pour gagner du temps et justement delay, retarder un maximum l'annonce en fait de l'ETF ou justement voilà, la prise de décision. Donc en attendant, pour moi, il n'y a aucune raison pour que ETH surpasse BTC en termes de valeur. ETH n'apporte rien par rapport au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment ce qui apporte la liquidité dans le marché. C'est une fois que la liquidité rentre par le Bitcoin qu'elle va se déverser ailleurs. On peut le voir par exemple que les altcoins qui sont bien montés en général sont sur des tops de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a un engouement médiatique, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans les crypto-monnaies via la visibilité qu'a donné le Bitcoin. Et c'est à ce moment-là que ces nouvelles personnes, plutôt que d'acheter des grosses crypto-monnaies, achètent des petites qui font monter du coup. Mais pour moi, tant qu'il n'y a pas du coup, concernant le marché altcoin, tant qu'il n'y a pas justement de rebreak tonitruant dans la sphère médiatique du Bitcoin en breakant justement son ATH, pour moi, il n'y aura pas d'inflow conséquent dans les altcoins et ça va rester du PVP, du player versus player entre nous, en train d'essayer de nous revendre nos bagues, etc. au fur et à mesure. Ce qui fait que ce n'est pas très lucratif d'être en altcoin hors petit cas isolé. Par exemple, le RWA, le Deepine, etc. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une patate chaude et les gens vont toujours se créer de l'espoir dans des nouveaux narratifs parce qu'ils se disent, ok, on ne sait pas ce qui va se passer vu que c'est nouveau, à tout moment, c'est un truc de ouf. Et en fait, la théorie d'investissement de toutes ces personnes-là, c'est ça. En fait, et ça a été comme ça depuis la nuit des temps, c'est en mode, bah, j'ai l'impression que c'est une dinguerie, que c'est un truc futur, ça n'a jamais été fait avant, donc la probabilité qu'on monte est infinie. Et en fait, en altcoin, les anciens altcoins n'ont plus ça, tout simplement parce que l'effet de nouveauté a complètement disparu. On sait très bien qu'après des pumps de 1000%, il y a un drawdown de 95%, et que tout est éphémère, d'accord? C'est un château de cartes, les altcoins. Et parce qu'en fait, tout simplement, ils sont surévalués par rapport à ce qu'ils apportent sur le marché. La plupart des altcoins ne servent littéralement à rien. Ils ne servent à rien. Ils sont là juste pour se faire dumper par les fonds d'investissement et les entreprises. Mais d'un point de vue investisseur, ils ne servent à rien. Il n'y a pas de capture de valeur. Ils ne représentent pas l'adoption forcément du projet. Donc, en réalité, la valeur est difficile d'être conservée. Et la hype, en fait, prend bien les devants par rapport à la réalité du marché. Et voilà. Et une fois que les investisseurs, maintenant, vu qu'on grandit, on évolue avec le marché, on apprend, les investisseurs se font de moins en moins bernés par ce système, en fait, tout simplement. Et donc, pour qu'il y ait de nouveaux afflux, pour qu'il y ait des alt season, etc., il faut qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent et qui soient prêtes à dépenser plein d'argent en mode, bah, les cryptos, ça va être le futur, etc. Mais nous, on connaît la réalité des cryptos aujourd'hui, ce n'est plus le même marché qu'à l'époque. Évidemment, par contre, si on break les 100 000 dollars sur Bitcoin, à ce moment-là, je pense qu'il y a des chances qu'on fasse une petite all season quand même, mais rien comparé à 2021. D'accord? Parce que 100 000, si on break les 100 000, là, il y aura un engouement. Du coup, toutes les dernières personnes qui n'ont pas acheté de Bitcoin, qui ne connaissent pas, vont en acheter en mode c'est parti. Et là, je pense qu'on aura une petite all season. Mais en attendant, le marché altcoin va être dead et va faire des rebonds. Dès que BTC va se péter un peu la gueule, ils vont toujours se péter la gueule plus que le BTC. Et après, bon, bah, my bad, hein, je vais peut-être louper des profits, mais en tout cas, j'aurais beaucoup plus de mal à hold un altcoin à zéro que d'essayer de faire un x2, tu vois. Genre, si ça dump, j'aurais aucune invalidation parce que les altcoins, tu peux pas vraiment invalider ton trade. Si tu fais de l'investissement spot, c'est difficile d'invalider son trade parce que, bah, qu'est-ce qui dit qu'il va pas dump de 30% avant de repartir à plus 100? Et je me vois pas hold un altcoin alors que je n'y crois pas du tout simplement. Voilà, donc ça c'est mon point de vue altcoin. Bitcoin, Ether, Solana, je pense que c'est très bons investissements. Tout simplement parce que Bitcoin réserve de valeur, qui a ses ETF, qui a des flows, qui est la lumière en fait du marché. ETH parce que ça reste du coup le smart contract le plus utilisé.
On a les L2 qui permettent de scale quand même pas mal. On a pas mal de dApps qui se créent autour de TH. Et en fait, ces dApps, bah, du coup, ces L2, ils gardent la valeur d'Ether quand même, parce que du coup, les ETH que vous utilisez sur les L2 sont utilisés, sont des Ethers du L1, enfin, sont des Ethers d'Ether, donc la valeur est conservée. Donc le TH très bien, déflationniste aussi, réseau le plus décentralisé, on peut en discuter, mais réseau le plus décentralisé techniquement en termes de smart contract. Et Solana, en fait, tout simplement parce que c'est la version cheap de TH qui permet d'être rapide, de ne pas avoir de frais, et donc qui est un peu la porte d'entrée pour tous les nouveaux utilisateurs en termes de smart contract DeFi. Moi, je suis très bullish ces trois, évidemment, les mêmes coins, etc. Mais le problème, c'est que pour les mêmes coins, par exemple, PP qui est en train de faire un comeback stratosphérique, je n'ai pas de conviction à hold du PP, par exemple. Je n'ai vraiment pas de conviction. J'avais un bag à l'époque, par ici, mais j'ai vendu par là, je pense. C'était un mauvais sell, ce qui était une mauvaise vente après coup. En fait, honnêtement, j'ai pas imaginé une seule seconde que PP allait faire un x 500 000. Donc voilà, c'est pas grave, profit c'est profit. Il ne faut jamais, ça c'est très important, il ne faut jamais regretter d'avoir pris des profits. Ça, il ne faut surtout pas en investissement, ça c'est la règle numéro 1. Mais voilà, donc vous avez ma vision pour le marché en termes de technique sur le court terme, donc je ne m'inquiète pas du tout. Holdez vos spots, vraiment, holdez tout ce qui est spot, BTC, ETH, SOL, holdez-le. Vous ne serez pas déçus. Ne vous faites pas avoir par des dumps comme ça. Il y en aura peut-être d'autres. Là, pour moi, on est sur un point un peu d'inflexion parce que on a une sorte de trend, ok, qui est baissière. Et là, on a eu ici une accélération donc de la trend baissière, d'accord? Donc une grosse accélération de la trend baissière. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, on risque de la breaker, d'accord? C'est un peu make or break. C'est soit on se fait ravaler, et là du coup, on a une énorme candle à la baisse, d'accord? Un truc genre vraiment vénère. Mais on n'aura pas genre pour moi, on n'aura pas genre de slowdown comme ça. D'accord? Ça va pas chiller et repartir comme ça, d'accord? C'est vraiment, on va avoir une grosse candle à la baisse. Et si ce n'est pas le cas, on va probablement venir chercher la liquidité sur ces spots, d'accord? Mensuellement aussi, ça ferait sens. Ok? Et donc on va pas break ici. Par contre, je pense on va rester dans cette zone. Ok? Et ici, on va du coup consolider, potentiellement aller rechercher des niveaux de ce style. Mais je pense que ce niveau-là, on va pas forcément venir le revisiter tout de suite. Voilà, d'accord? Donc moi, en termes de technique, je verrais bien un long par ici, après une prise des tops ici, revenir chercher un rebond ici. Ici, on avait du flooding rate qui était extrêmement bas. Vous voyez, donc là, tous ces niveaux-là, c'était une catastrophe en termes de flooding rate. C'est très très rare de voir une période prolongée comme ça de flooding rate négatif. Donc ça m'a indiqué du coup justement qu'on allait vraiment rebond. Là pareil, j'avais long ici en scalp, mais j'ai TP sur la prise de liquidité ici. Pareil ça, je les colle sur Discord, n'hésitez pas à venir si vous souhaitez scalper. Lien dans la description si vous voulez nous rejoindre. Mais donc voilà, moi je m'attends à un scénario comme ça. Ici ça va être un peu make or break. Ici étant la grosse zone de support. Il ne faut pas break. Si on la rebreak, pour moi, on va repartir. Et si on repart, ici, on va aller probablement visiter bien plus bas, donc les 47 K, et donc faire une accélération baissière. Mais donc, à voir. Pour le moment, là, en tout cas, je vais pas vous mentir, c'est relativement bullish. En plus, en termes de flow, il y a plusieurs choses. En termes de flow, donc ça, c'est un site Twitter qui est très intéressant, de news. En termes de flow, déjà, donc on a eu un daily GBTC flow hier, donc qui était positif. Donc ça, c'est très très positif. C'était là, on était en baisse. Ça a été vendu pendant la baisse. On a été en neutre après pendant quelques jours. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout Grayscale. Pardon, là, donc c'était iBit qui a 12M. Et voilà, et Grayscale qui a plus 63. Et ça, c'est du jamais vu. Grayscale avait des flux vendeurs tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc là, je ne sais pas si on va voir. Voilà, c'est pas encore actualisé. Mais en gros, Grayscale, ça c'est Grayscale en rouge, était donc sur des flux vendeurs tout le temps. D'accord? On avait tout le temps des flux vendeurs. Et là, on a des flux acheteurs pour la première fois. Et ça, pour moi, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est qu'on a absorbé les flux vendeurs de Grayscale. Et donc, pour moi, c'est relativement bullish. Là, je me sens assez bullish. Pareil, les funding, ça indique pour moi que tous les gens en panique en futur, ils ont tous vendu pari à la baisse en espérant une continuation.
Je pense que beaucoup de gens en panique sell toutes leurs crypto, etc. en espérant racheter du 52K et du racheter plus bas. Donc évidemment, qui en fait un très mauvais trade parce que du coup, si vous vendez à cet endroit, ça équivaut à racheter genre un truc comme ça. Donc voilà, vous êtes en fin de baisse. Vous avez un RR de 1,89, mais en réalité, pour moi, une espérance de gain qui est qui est négative. Tout simplement parce que vous allez avoir la probabilité de gagner ce trade qui est très faible. Quand on a un gros dump comme ça, c'est quasiment sûr que ça va que ça va remonter en fait tout simplement et repartir en mean reversion, on appelle ça. Donc retour à la moyenne. Donc voilà, donc j'attends moi un... Là pour le moment, pour moi, il n'y a aucune raison de se positionner à la hausse. Là, le marché, même en short, à la limite, pourquoi pas prendre des short scalp sur des divergences baissières. Mais pour moi, il n'y a pas... Donc là c'est un spot intéressant. Là, il y a un spot de divergence à prendre, d'accord? Premier spot à prendre ici, je pense que je vais le prendre en scalp. Genre, je vais viser un truc genre comme ça. Genre, c'est un petit scalp, hein, on vise du 1%, un truc comme ça. Voilà, donc ça, c'est le genre de spot, de scalp que je prends. Mais sinon, en termes de swing et de D-edge ou de rachat spot, je vais attendre du coup un break et qu'on revienne chercher un petit peu des zones comme ça assez intéressantes où je peux invalider. Par exemple, je peux prendre des trades de ce style, quoi. Prendre des trucs genre comme ça, partir en ATH, mettre un stop par ici, prendre ce genre de trade, vous voyez. Donc là, on a un très très bon RR avec une espérance de gain très positive, je pense. Là, du coup, je vous avoue que je suis encore bearish, on va dire. Je serai encore bearish, mais c'est du neutre. Enfin, c'est 50-50. Encore bearish, mais là, si on break du coup ici et qu'on fait pas on se fait pas raveler rapidement, pour moi, on va là à ce moment-là, je repasserai bullish. Sur ce genre de break, on revient chercher, je repasserai bullish. On peut imaginer aussi là, il y en a qui vont voir une épaule tête épaule inversée, d'accord, qui a un win rate qui serait pas trop mal. On pourrait voir un truc comme ça, du coup, hein. Ça, évidemment, ce sera un long incroyable ici parce on aurait une corrélation entre break petit time frame, break haut time frame. Et là, du coup, on a un trou de liquidité ici. On a un gros trou de liquidité par là qui serait absorbé assez rapidement, je pense. Tous les mecs qui ont edge, ils vont devoir des-edge ici s'ils croient à la continuation haussière. Donc voilà, moi, c'est mes scénarios. Pour le moment, je préconise de prendre des shorts ou rien faire tant qu'on est sous le point of control ici. Là, vous voyez la ligne bleue, c'est le point où il y a le plus gros volume sur ce spot. Donc je vous conseille d'attendre ce spot-là. C'est un peu tout en termes de technique. Moi, je recommande la patience pour le moment. C'est pas un bon point d'achat. C'est pas vraiment un bon point de vente. Ce n'est même pas un bon point. Non, c'est pas un bon point de vente. Attendre des scalps. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je voulais vraiment poser tout mon avis sur le marché. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires ou à me dire sur Discord si ça vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve sur mes réseaux, lien dans la description. Ciao!